Coucou. Dis, je sais pas si tu m'entends bien, mais je suis avec quelques potes et on profite de la culture espagnole, si tu vois ce que je veux dire. Et je pensais à toi. Je me suis dit qu'il fallait que je t'envoie un message, alors bah voilà. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Merde, désolé, j'ai coupé sans faire exprès. Bref, je disais, je le sens plus trop en fait entre nous. Enfin, toi et moi, à la distance, je sais pas, je le sens pas. Je veux pas te blesser, mais ça me pèse vraiment trop. J'ai l'impression que je suis encore trop rattachée à la Belgique, alors que là, j'ai juste envie de profiter de Barcelone en fait. Bref, ça ressemble très fortement à un message de meuf bourrée, mais voilà, ça me pesait trop sur le cœur. Allez, bisous Gab. Louvain-la-Neuve. Une fiction audio en 6 épisodes, produite par Lucé Louvain et réalisée par Louis Escoufflet. Épisode 4. On fête toute l'année. Au fait, j'ai repensé à ton Erasmus il y a pas longtemps. Je suis parti à Barcelone cet été. C'était marrant de découvrir la ville par moi-même et pas à travers tes messages. Quoi ? C'est la première fois que t'es allée à Barcelone ? J'étais certaine que t'avais déjà été. C'est trop bien comme ville, non ? Ouais, c'est clair, mais je sais pas, je pouvais pas m'empêcher de ressentir un peu de nostalgie quand je me baladais dans les rues. À la base, c'est quand même cette ville qui nous a éloignés tous les deux. C'est pas la ville, c'était juste une période de transition dans notre relation. Pour moi, Barcelone, c'est vraiment que de bons souvenirs. La veille de mon départ en Erasmus, j'ai une énorme boule au ventre qui m'empêche de dormir. Je vais partir pour 4 mois, mais j'ai trop du mal à le visualiser, ça me semble trop fou. C'est seulement dans l'avion, quand je suis enfin toute seule, que je réalise vraiment ce qui est en train de se passer. Tout sort d'un coup. Je fonds en larmes. Je suis tellement déboussolée. Et puis quand l'avion atterrit, ma peur se dissipe. J'arrive dans ma résidence et directement, je commence à sympathiser avec mes colocs. Après ça, les rencontres ne se sont jamais arrêtées et les activités non plus. Les jours passent et la difficulté des premiers jours s'estompe très rapidement. Après 1 mois, je suis apaisée et je sens que j'ai fait le bon choix en partant à Barcelone. Je profite à fond de la ville. Ce que j'adore le plus, c'est le fait que la ville est construite au bord de la mer. Du coup, j'ai l'impression d'être constamment en vacances. Pour les étudiants espagnols, c'est le début de l'automne, alors ils commencent déjà à sortir les gros manteaux et les bonnets. Et moi, j'en profite pour sortir les petites robes et je fais le plein de vitamine C. Sur le groupe WhatsApp, avec tous les autres étudiants Erasmus de la fac, les messages fusent de tous les côtés. Il y a toujours quelqu'un qui est partant pour faire plein d'actis. Ce qui est vraiment chouette dans ce voyage, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne. Qu'on soit belge, français, italien, américain ou russe, on est tous nouveaux ici. Du coup, les liens d'amitié se forgent hyper vite. Et puis c'est fou comme la distance nous rend chauvins. Je ne me suis jamais sentie aussi belge qu'à l'étranger. Et je vante toutes les qualités de la Belgique à tous mes nouveaux potes. Ce que j'aime le plus, c'est de raconter à quel point Louvain-la-Neuve est une ville magique, avec tout son folklore et son histoire. C'est d'ailleurs un peu paradoxal que je parle comme ça de Louvain, avec des étoiles dans les yeux, alors qu'en vrai, avant de partir, j'avais juste envie de prendre mes distances avec la ville. Vers la fin de l'année dernière, j'en avais un peu marre de la bulle néo-louvaniste. J'avais vraiment besoin d'élargir mes horizons. J'avais l'impression d'en avoir un peu fait le tour, j'avoue. Même si Louvain-la-Neuve accueille plus de 20 000 étudiants, tu finis toujours par croiser les mêmes têtes. Bref, je vis mon Erasmus comme une vraie bouffée d'air frais. Le seul point noir de cette nouvelle expérience, c'est que je sais pas quoi faire de Gabriel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lui parle, ça me ramène en Belgique. Et j'arrive pas trop à profiter du moment présent. Comment est-ce que je peux lui faire comprendre que j'ai hâte de le revoir, mais qu'en même temps, il faut qu'on arrête de se parler. Pendant une soirée, avec d'autres étudiants, dans un bar, et après quelques sangrias, je décide enfin à lui envoyer un message vocal. Et puis, même si ça fait 2 ans qu'on se connaît, je sais pas dire ce qu'on est l'un pour l'autre.
Juste avant que je parte à Barcelone, on a passé presque tout l'été à deux. À certains moments, on se comporte comme un vrai couple, des fois on se calcule plus pendant des mois, et c'est comme ça assez souvent. Finalement, on n'a jamais mis de mots sur ce qu'on était tous les deux. Ça me dérangeait pas trop avant, mais là, j'ai l'impression que je dois faire des sacrifices, alors que je ne sais même pas au nom de quoi je les fais. Je me souviens de ce qu'avait dit Jacques Marquet à ce sujet-là. Autrefois, le couple était d'abord essentiellement défini institutionnellement, autour soit du mariage, soit des fiançailles. Mais voilà, pour qu'il y ait couple réellement, pour que la société considère qu'il y avait couple, il fallait, je dirais, qu'il y ait au minimum les fiançailles. Alors qu'aujourd'hui, ce sont davantage, on attend des individus qu'ils s'autodéfinissent comme étant en couple ou pas. Alors évidemment, ça amène à une multitude de définitions du couple, parce que entre les personnes qui se considèrent en couple parce qu'elles sont mariées depuis 30 ans et ceux qui vont se déclarer en couple sur Facebook 2 heures après leur première rencontre, évidemment, ça crée de la marge. Donc ça, c'est vrai que déjà le couple, il est devenu à géométrie variable, si vous voulez, de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai, quand j'avais votre âge, je n'ai jamais entendu parler de plan cul, mais par contre, ce qui est tout à fait certain, c'est que les couples open, comme on disait, donc les couples ouverts, vous avez une littérature relativement importante sur les couples ouverts dans les années 60 et 70, 1960 et 1970. Donc ça veut dire que c'est une réalité qui existait, qui était documentée, et qu'il y a eu déjà de la sexualité dégagée de sentiments, ça me paraît une évidence. Par contre, ce qui a certainement changé, c'est d'une part la visibilité, la légitimité et dans une certaine mesure, dans certains milieux, la fréquence de ce type de comportement. C'est cette idée qu'aujourd'hui, il est devenu légitime d'entrer dans sa vie affective et sexuelle par expérimentation. Donc ça, c'est vrai que là, c'est un élément relativement important. Et les valeurs ont changé sur cette question-là. La virginité, avant d'entrer dans une relation établie, n'est aujourd'hui plus considérée comme une valeur. Si, dans certains milieux très spécifiques, mais globalement, aujourd'hui, les parents n'attendent plus de leurs jeunes, garçons ou filles, qu'ils arrivent vierges au moment, de leur première relation sexuelle. Lorsque vous avez des jeunes qui font des études, vous avez même parfois exactement le discours inverse, même de la part des mères, qui est de dire à leur fille ou à leur garçon, ne va pas trop vite, il n'y a pas que lui ou il n'y a pas qu'elle dans la vie, vois d'abord si, et puis pense à tes études. Et ce qui montre bien qu'on est là face à un renversement, si vous voulez, qui est relativement important par rapport à ça. Le fait aussi, c'est que entre cette sexualité qui faisait sens quelque part pour venir entretenir un couple qui était déjà constitué, et cette sexualité qui est aujourd'hui considérée comme un mode de communication et un élément d'émancipation très très importante, mais ça change fortement la donne. Ça veut dire qu'il y a comme une certaine forme de désacralisation de la sexualité, si vous voulez. Parce que si c'est un mode de communication, mais pourquoi est-ce que je devrais réserver ce mode de communication uniquement à une seule personne ? Et donc peut se poser la question, et c'est là notamment qu'aujourd'hui vous avez, je dirais, ce qui était déjà discuté, qui est clairement discuté et déjà expérimenté aussi, d'ailleurs dans les années 60 et 70, eh bien aujourd'hui on voit bien que votre génération porte cette question-là de façon sans doute plus massive. C'est là que je dis, dans certains milieux, les davantage aussi, les comportements suivent un peu ces questionnements. Ces idées elles ne sont pas nouvelles du tout. Elles ne sont pas nouvelles du tout, mais elles se retrouvent aujourd'hui à être mises finalement en pratique par une génération, je dirais une génération qui est différente. Je crois qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer, qui viennent aussi expliquer ça. C'est qu'aujourd'hui, une contraception fiable, c'est à peu près généralisé. Donc ça veut dire que le risque de grossesse a quand même fortement diminué, ce qui permet aussi d'appréhender la sexualité de façon un peu plus légère, c'est-à-dire sans ce risque de grossesse qui est perpétuel. Alors il y a aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui on a des modes de communication qui permettent finalement
d'avoir des contacts avec moindre contrôle social. Quand vous êtes avec votre smartphone, je dirais, vous pouvez être n'importe où avec votre smartphone, on ne sait pas nécessairement ce que vous faites. Et vous pourriez être chez vous, je dirais même que votre compagne soit là, votre compagnon soit là, ou vos parents soient là, et vous pouvez être en train de parler de sexualité avec quelqu'un à un autre moment. Donc, il y a aussi une technologie qui facilite les choses et qui, parce qu'elle réduit notamment le contrôle social, mais aussi, vous avez ces applications qui permettent d'avoir une relation d'un soir avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas du tout la veille. Donc, la technologie, quelque part, facilite en tout cas ce type de comportement également. Ouais, c'était une période bizarre, je suis d'accord. Mais tu sais, pour moi, c'était pas simple non plus d'être celui qui reste derrière. Pendant que t'étais en train de te faire une nouvelle vie là-bas, moi je vivais la même vie qu'avant, à Louvain-la-Neuve. Mais sans toi. On avait passé 2 mois ensemble et du jour au lendemain, t'es parti. Ça a vraiment pris du temps pour que je m'habitue à ton absence. Je comprends. J'ai vécu à peu près la même chose quand c'est toi qui es parti. Juste après, au 2e quadrimestre. Ouais, à Dublin. Et ça s'est pas passé aussi bien. Pendant ma 3e année de bachelier, je pars en Erasmus du mois de février au mois de juin. J'ai hâte, mais en même temps, j'ai un peu peur de pas kiffer autant ma vie d'étudiant là-bas qu'à Louvain-la-Neuve. Et dès les premiers jours d'Erasmus, j'ai l'impression que mes soupçons se confirment. J'ai énormément de mal à me faire des potes parmi les étudiants irlandais. Il faut dire qu'ils se connaissent depuis quelques années, du coup, c'est difficile de s'intégrer quand on est là que pendant quelques mois. Heureusement, il y a d'autres étudiants étrangers et c'est avec eux que je passe le plus clair de mon temps. En vrai, la plupart de mes potes à Dublin sont soit des Français, soit des Belges. Je sais, c'est pas l'idéal pour l'immersion et tout ça, mais bon, c'est les seuls étudiants avec lesquels j'arrive vraiment à créer des liens. Après une semaine, les cours commencent à Dublin. Les auditoires sont pas du tout comme ceux de Louvain. Et l'université est beaucoup plus vieille, évidemment. Mais j'aime bien cette atmosphère un peu ancienne qui résonne dans les bâtiments. Les cours sont très différents aussi. Déjà, leur système de crédit ne fonctionne pas du tout comme le nôtre. Ça a été un bordel monstre pour choisir mon programme de cours, pour trouver des cours similaires à ceux que je peux pas suivre à Louvain pendant la durée de mon Erasmus. Ce qui est stylé, c'est qu'ici, j'ai l'impression que les profs se focalisent sur des théories et des aspects très précis de la sociologie et de l'anthropologie, que les cours sont beaucoup moins généraux. On a aussi pas mal de travail chaque semaine, puisque les cours sont en évaluation continue. Ici, pas de blocus. On étudie toute l'année et le travail paye vraiment au moment des examens. Michael de Clercq, chercheur en psychologie à l'UC Louvain et spécialiste de la pédagogie universitaire, parle du système d'évaluation du blocus. Mais donc, le blocus à la belge, enfin en tout cas le blocus comme il est vécu en Belgique, à savoir un blocus qui en fait est une période de 2 semaines plus une période de 3 semaines d'examen, donc qui est presque plus d'1 mois consacré uniquement à l'étude, à l'apprentissage et à la restitution et donc à l'évaluation. Concrètement, d'un point de vue scientifique, c'est quand même très critiqué. On peut ne serait-ce que parler d'apprentissage et d'études et de développement des connaissances. Le fait de condenser toutes les évaluations sur des disciplines très différentes sur 1 mois, comme ça va poser l'étudiant dans un système vraiment de concentration et de focalisation sur l'étude et l'acquisition, l'accumulation importante de matière pour réussir une évaluation précise, mais ça va aussi le concentrer et lui apprendre que une fois qu'un examen est passé, il faut vraiment vite tout oublier pour pouvoir se concentrer exclusivement sur un autre examen. Et donc c'est assez fréquent d'avoir des étudiants qui nous témoignent 1 semaine ou 2 semaines après la session d'examen, qu'en fait ils ont peut-être très bien réussi leurs examens, mais que finalement ils ont oublié quasiment la majorité des éléments qu'ils avaient étudiés, parce que l'objectif, c'était vraiment de se concentrer de manière très précise sur un ensemble d'éléments pour pouvoir tout restituer un jour et puis vite tout supprimer pour pouvoir se reconcentrer sur un autre élément et tout restituer. Et donc, dans les théories de l'apprentissage, c'est vraiment pas du tout comme ça que fonctionne le cerveau et comme ça qu'on fonctionne l'apprentissage en général. L'apprentissage, il fonctionne par évolution progressive, mise en pratique, continue et développement. Et donc, le fait de tout condenser sur plus d'1 mois de cette façon, d'un point de vue cognitif, c'est vraiment loin d'être idéal en termes d'acquisition de compétences et acquisition de connaissances. C'est plutôt un espèce de drill très systématique, à la capacité à magasiner des informations, puis à les enlever et à les remplacer par d'autres informations. Donc, d'un point de vue apprentissage, c'est vraiment pas idéal.
D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui est préconisé dans les nouvelles formes de pédagogie universitaire plus active et ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, c'est vraiment une évaluation plus continue. Et donc, on avance progressivement dans chacune des matières pour un apprentissage progressif avec des évaluations progressives. Et donc, ça, c'est bien plus efficace en termes d'apprentissage. D'ailleurs, quand on voit des modules d'apprentissage actif comme l'apprentissage par problème, par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne progressivement. Et ce qu'on évalue, en fait, c'est le processus de développement des compétences et pas simplement la capacité à tout restituer sur 1 heure, 2 heures, 3 heures d'examen. Donc, d'un point de vue cognitif et d'un point de vue d'apprentissage, c'est loin d'être idéal. D'un point de vue de stress, je dirais que c'est un petit peu le même constat. C'est très loin d'être idéal également. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la période de blocus ? C'est que c'est une période très longue et très intensive et surtout exclusivement concentrée et focalisée sur une tâche qui est à savoir l'étude. Ce qui veut dire que pour des personnes qui sont plus sensibles au stress, avoir une évaluation importante, c'est un stress qui va être difficile à gérer pour eux. Ici, dans un blocus, on va avoir toutes les évaluations essentielles de tout son programme de cours concentrées en un moment. Pour quelqu'un qui est fort sensible au stress, c'est globalement l'enfer. Si je peux le dire comme ça, c'est comme condenser toutes les fragilités potentielles de stress en un moment en se disant toute l'année, il n'y a pas vraiment trop de stresseurs importants, mais par contre, ici, tu vas avoir tous tes stresseurs qui vont te condenser en une fois. C'est très compliqué et surtout que d'un point de vue de stress, c'est aussi très compliqué de pouvoir le gérer sur le temps. Le stress, il est sensibilisé par la fatigue, il est sensibilisé aussi par, je dirais, le fait d'avoir une surcharge cognitive qui fait que tous les jours, on est dans un apprentissage important et on va rentrer en profondeur dans la matière jour après jour. C'est très compliqué quand on a cette surcharge cognitive et cette fatigue d'avoir une bonne capacité à prendre du recul, arriver à gérer son stress et à finalement trouver des moments pour décompresser. Donc je dirais que non, le blocus, selon moi et selon la littérature, est vraiment pas une façon d'évaluer qui est idéale. Je dirais que c'est l'inverse. C'est vraiment une façon d'évaluer qui devrait être amenée à changer vers une évaluation plus continue. À Louvain-la-Neuve, il y a des soirées tous les jours, toute l'année. Et surtout, une bière en soirée coûte seulement 1 €. Mais à Dublin, c'est pas vraiment une ville universitaire, c'est une capitale. C'est totalement différent. Les soirées, c'est uniquement le week-end, le vendredi, parfois le samedi. En tout cas, c'est rarement pendant la semaine de cours, puisqu'on a beaucoup de travail. Je sais que j'avais commencé à ralentir l'alcool l'année dernière, mais là, j'en peux plus de toujours travailler. Après 3 ans à Louvain-la-Neuve, j'ai perdu l'habitude d'avoir une vie calme, comme au lycée. Ici, à Dublin, je passe la majorité de mes soirées seul, dans ma chambre à regarder des séries dans mon lit. Au bout d'un mois, j'ai un gros coup de blues. Je suis à 2 doigts de prendre l'avion pour rentrer chez moi. Tout me manque de l'autre côté de la mer du Nord. Je me dis que j'aurais mieux fait de rester à Louvain-la-Neuve. Peut-être que je suis pas fait pour partir en Erasmus. Je sais pas si c'est de ma faute, si je réussis pas à m'intégrer, ou si c'est la faute des Irlandais qui sont pas très accueillants. On m'avait jamais dit que ça pouvait mal se passer un Erasmus. J'ai l'impression de m'être fait avoir. C'était censé être une expérience géniale à chaque instant. Est-ce que je suis le seul qui n'arrive pas à en profiter pleinement ? En plus, je sens que ce voyage m'éloigne encore un peu plus de Mathilde. Déjà, pendant son Erasmus à elle, au premier quadri, on avait eu beaucoup de mal à garder contact. C'est trop con parce que pendant l'été dernier, notre relation était vraiment top. Ça aurait sûrement été bien plus simple si on avait pu partir en Erasmus au même moment, peut-être même dans la même ville. Là, la distance, ça nous réussit pas du tout. J'ai pas envie de la perdre, mais j'ai l'impression que c'est inévitable. Surtout après ce qu'elle m'a fait quand elle était là-bas. Ce que je t'ai fait ? Attends, comment ça, ce que je t'ai fait ? Ouais, j'exagère un peu, je sais, mais tu vois bien de quoi je parle. Mais on n'était pas ensemble, si ? Je pouvais faire ce que je voulais. Ah, ça, c'est vraiment la meilleure. J'ai eu la chance de partir en Erasmus, alors autant que j'en profite un max, non ? Depuis que j'ai envoyé le fameux message vocal à Gabriel, je me sens libérée.
J'ai l'impression que j'ai plus de compte à lui rendre. Et puis, je suis contente d'avoir mis les choses au clair. Lui, il a eu un peu plus de mal à comprendre. Il a d'abord pensé que je voulais rompre avec lui. Mais comme je lui ai répété, on ne peut pas rompre vu qu'on n'était pas ensemble. Mon but, c'est pas de couper tout contact avec lui. Je veux juste vivre mon expérience à Barcelone à fond. Du coup, sur place, je continue à kiffer ma vie sans complexe. Tous les jours, je m'amuse avec tous les autres étudiants Erasmus, et plus particulièrement avec Flavio. J'avoue, c'est ma rencontre avec Flavio qui m'a poussé à envoyer le message vocal à Gabriel. Flavio, c'est un étudiant italien qui est à Barcelone pour un quadrimestre comme moi. On a directement matché tous les deux, même si la barrière de la langue a un peu compliqué les choses au début. Lui, c'est un peu le cliché que je me fais du mec italien. Petite boucle brune, petit anneau sur l'oreille gauche, petite barbe naissante et surtout un charme de ouf. Avec lui, j'ai retrouvé l'excitation des débuts de relation. Voyez ce moment divin où tu commences à avoir un gros crush sur quelqu'un, où tu vas analyser toutes les moindres interactions que tu as avec lui. Genre, est-ce qu'il me drague là ou pas ? Est-ce que c'est moi ou sa main vient d'effleurer ma jambe ? Et puis les papillons dans le ventre quand tu te rends compte qu'ils partagent les mêmes envies. L'explosion quand viennent enfin les premiers contacts physiques. J'avais oublié à quel point c'est bon de ressentir ce genre de choses. Bon, j'avoue que je romance un peu les choses là. Il faut bien se rappeler que Flavio parle italien, que moi je parle français et que nous sommes tous les deux en Espagne. Et on est tous les deux plutôt mauvais en langue. En langue espagnole, bien sûr. D'ailleurs, c'est la seule vraie difficulté que j'ai eue pendant ces quelques mois d'Erasmus. Le plus compliqué, c'était d'arriver à communiquer avec les Espagnols. Avant de partir, je m'étais dit naïvement que ça allait aller comme sur des roulettes. J'avais déjà suivi des cours d'espagnol en secondaire, puis je m'étais entraînée avec Duolingo pendant quelques mois avant d'arriver à Barcelone. Mais en fait, c'était vraiment pas suffisant. Les premières semaines, je ne comprenais presque rien ce que les gens me disaient. Pour comprendre mes professeurs en cours, par exemple, c'était hyper compliqué. Heureusement, un de mes colocs, un Espagnol, accepte très vite de me donner des cours particuliers. Et au bout de 2-3 mois, grâce à son aide et aussi grâce à l'immersion totale dans la langue, je suis devenue presque bilingue. Quel kiff! J'ai encore quelques difficultés pour me faire comprendre parfois, mais je comprends tout ce que les gens me disent. L'Erasmus, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue, je trouve. Et puis la rencontre avec Flavio m'a aussi permis de progresser blindé. Comme son anglais est plus qu'approximatif, on décide de parler uniquement l'espagnol entre nous. Ce qui est un peu étrange dans tout ça, c'est que même si je parle de mieux en mieux espagnol, j'ai de plus en plus cette impression dérangeante que je me comporte différemment quand je parle espagnol que lorsque je parle français. C'est chelou, non ? C'est comme si le fait de parler une autre langue modifiait la manière dont je me comporte. Presque comme si je devenais une personne différente quand je parlais en espagnol. Une de mes potes, qui étudie la linguistique, m'a raconté qu'elle a vu ça en cours. Je suis allée voir sa professeure, Lisbeth Degan, chercheuse en linguistique à l'UC Louvain, pour lui demander si l'Erasmus est bel et bien la meilleure manière d'apprendre une langue. Alors, je ne dirais pas le meilleur moyen. C'est très efficace, mais ce n'est absolument pas le seul moyen. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre l'apprentissage de sa langue maternelle qu'on fait en immersion. Parce qu'en langue maternelle, on est entouré d'une langue et on l'apprend de bébé jusqu'à 12, 15, 18 ans et plus en immersion. Ça fonctionne bien, on maîtrise tous notre langue maternelle, mais ça prend énormément de temps. Et donc, pour l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est pas hyper efficace de plonger quelqu'un qui n'a aucune base dans un milieu pour apprendre allophone, donc une autre langue, pour apprendre la langue. C'est comme apprendre à nager en lançant quelqu'un dans la piscine dans la grande profondeur. Par contre, c'est très efficace quand on a une première base. Et donc, à ce moment-là, on va activer dans beaucoup de contextes différents ce qu'on a appris de manière plus scolaire. Et c'est vraiment la distinction qu'on fait en linguistique et en apprentissage des langues étrangères entre un apprentissage explicite, on donne les règles, on donne des listes de vocabulaire, etc., et l'apprentissage implicite en contexte et avec une grande variété de contextes différents. Et c'est ça qu'on va rencontrer en immersion Erasmus et qui est, pour ainsi dire, impossible à reproduire dans un contexte de classe.
Donc je dirais que pour préparer un séjour Erasmus, par exemple, pour aller un peu plus loin que ce qu'on a fait en cours ou à l'école, c'est très intéressant de savoir comment on fonctionne cognitivement quand on acquiert une nouvelle langue, c'est-à-dire que le cerveau il doit se réorganiser. Il faut imaginer le cerveau comme un réseau de connexion. Par exemple, un nouveau mot, il doit s'installer dans ce réseau. Donc il ne faut pas avoir une image d'une armoire avec des tiroirs et il y a un tiroir vocabulaire et un tiroir grammaire et un tiroir pour le néerlandais et un tiroir pour l'espagnol et un pour l'italien. Tout ça, c'est interconnecté. Et contrairement à ce qu'on dit, le plus efficace, c'est de prendre des listes de mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce sera beaucoup plus facile de les ancrer que d'apprendre des mots qui se ressemblent, soit dans la forme, soit dans la signification en même temps. Au niveau de la grammaire aussi, il est très utile de connaître les mécanismes qui sont propres à chaque langue. Il faut savoir que toutes les langues du monde partagent une organisation similaire. On est tous des êtres humains avec nos capacités cognitives assez restreintes. Donc on fait l'hypothèse parmi les linguistes qu'il y a une série de structures qui sont universelles. Et parmi toutes les langues du monde, il y en a plus ou moins 6000, on dit, c'est le chiffre sur lequel, entre 6000 et 7000. Elles sont organisées en grandes familles et il est plus facile, si vous parlez français, d'apprendre une langue qui a une grammaire, une syntaxe qui est similaire. En gros, moi je dirais que ce qui est primordial, c'est avoir un contact avec la langue dans des contextes très différents. Si je peux donner un petit conseil fun pour apprendre le vocabulaire, ça a été montré par une thèse à la KU Leuven. Le meilleur moyen d'apprendre du nouveau vocabulaire, c'est de regarder des séries et des films en version originale, sous-titrés dans la langue. Donc pas sous-titrés dans sa langue maternelle ou une autre, il faut que ce soit dans la même langue. Et ça, c'est hyper efficace et on apprend sans savoir qu'on est en train d'apprendre. J'en ai profité pour demander aussi à Lisbeth Degand si la langue que nous parlons peut influencer la manière dont nous comportons. Je pense que oui, parce que ce qui est bien établi, surtout par le domaine de la sociolinguistique, c'est qu'il y a une relation étroite entre langage et identité. Et par la langue que l'on utilise, on exprime beaucoup de son identité propre et son identité sociale de groupe. Voilà, on m'enregistre maintenant et vous faites deviner mon âge, mon niveau d'éducation, la région dont je viens, etc. Donc tous ces aspects, toutes ces variantes, tous ces traits vont avoir une influence sur la langue que j'utilise. Le contexte dans lequel on est va influencer la langue qu'on utilise. Même les unilingues maîtrisent différentes variétés de langues, celles qu'on utilise avec sa famille, celles qu'on utilise à l'école, celles qu'on utilise par écrit. On n'écrit pas de la même manière sur MSN Messenger, Instagram, WhatsApp que quand on doit rédiger une lettre pour contester une amende, j'invente. Donc tout ça, on le maîtrise déjà. Et donc, la langue, elle est beaucoup plus qu'un véhicule simplement de communication, de référer au monde qui nous entoure. On exprime beaucoup de ce qu'on est. Et toutes ces questions de langue, elles sont toujours très, très sensibles parce que c'est une partie de notre représentation sociale qu'on a de nous-mêmes. Sans doute que ces aspects vont aussi jouer quand on apprend des nouvelles langues. Apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre, mais c'est aussi un accès à une série d'identités nouvelles. C'est des manières de voir le monde et qui peuvent être différentes de sa langue maternelle parce que le contexte dans lequel on est différent. Parler le français en Belgique ou parler le français en France ou au Québec ou en Suisse, c'est pas la même chose, c'est pas en rapport, les relations ne sont pas les mêmes avec les autres langues qui nous entourent. Ça, c'est un aspect, vraiment, cette relation très, très étroite entre langue et identité qui pourrait, en tout cas partiellement, expliquer ce sentiment. Quand je parle une autre langue, je suis un peu différent. D'un autre côté, il peut y avoir aussi des niveaux de maîtrise de la langue qui font qu'en fait, on n'a pas tous les outils pour maîtriser ce qu'on appelle les différents registres de langue, les différents niveaux de langue, ou ne pas toujours être conscient des nuances ou du niveau de langue qu'on devrait utiliser. Il y a vraiment quelques jours, il y a un contrôleur de train, je lui pose une question et il me dit « Vous pouvez choper le train à Jean-Blou ?» Et puis il m'a dit « Excusez-moi, je veux dire
attraper le train ou prendre le train. Donc lui, dans sa langue maternelle, il s'est rendu compte immédiatement qu'il s'était trompé de registre de langue en utilisant le mot choper plutôt qu'attraper le train. Dans une langue étrangère, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas directement, et c'est là, pour revenir à la première question, où l'Erasmus va permettre d'être en contact pas uniquement avec la langue scolaire, mais aussi comment parlent des jeunes entre eux, les règles de politesse, est-ce qu'on tutoie les gens, est-ce qu'on les tutoie pas. Et donc cette influence de la langue sur la manière de voir le monde, tout le monde connaît l'histoire des Esquimaux qui auraient 20 manières différentes pour décrire la neige, et que nous, en français, on n'a qu'une seule manière de parler de la neige. D'abord, en français, on a beaucoup plus de manières de parler de la neige qu'une seule fois. Vous demandez aux skieurs comment était la neige, ils ont plein de termes pour parler de la qualité de la neige, et j'imagine que les champions de ski, ils ont encore plus de manières de parler de la neige. Bien sûr qu'il y a une relation entre les besoins qu'on a dans sa vie au quotidien et les termes linguistiques qu'on va avoir. De là à dire que ça change notre manière d'être dans le monde. Un autre mythe, c'était une tribu indienne qui construisait les gratte-ciel à New York dans les années après-guerre, et qui n'avait pas le vertige, et on disait ils n'ont pas le vertige parce qu'ils n'ont pas le mot vertige. Non, c'est pas ils n'ont pas le vertige parce qu'ils n'ont pas le mot vertige. Ils n'avaient pas besoin du mot vertige dans leur vie au quotidien. Et il se fait qu'on a sélectionné les ouvriers qui n'avaient pas le vertige pour travailler à ces hauteurs-là. Les couleurs, c'est un autre exemple. Dans les langues, on décrit le spectre des couleurs de manière très très différente. Il y a une langue bassa, plutôt polynésienne si je ne me trompe pas, mais il faudrait que je vérifie, qui a en gros les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et ne passe pas par turquoise, prune, fuchsia, rouge, bleu, vert pomme, comme nous on peut le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas ces couleurs, ça veut dire qu'il n'y avait pas de besoin dans la culture dans laquelle on était, ils sont sans doute un peu moins omnibulés de mode pour faire la distinction entre prune, violet, mauve et lilas. C'est ce qui a été développé par des linguistes, Sapir et Whorf, qu'on a appelé l'hypothèse Sapir-Whorfienne, qui était cette relation étroite et qui d'un côté dit la langue détermine la manière dont on voit le monde, puisqu'on a des mots pour le décrire, et donc on va utiliser les mots qu'on a pour décrire le monde si on l'a en stock. Donc ça détermine notre vision du monde, mais en même temps, il y a un énorme relativisme linguistique. Voilà, donc oui, ça influence notre manière de monde, mais ça ne limite pas notre manière de voir le monde. À ce moment, j'ai l'impression d'être un peu une autre personne, dans une autre ville, dans une autre vie. Mais bon, toutes les aventures ont une fin, et je dois bien l'affronter. Mais qu'est-ce que c'est dur! J'ai vraiment pas envie de partir et je repousse mon départ au maximum. Je dois dire au revoir à tous mes potes, à tous ceux qui m'ont accompagné durant les 4 mois. On se promet qu'on se reverra un jour, mais je ne sais pas si ça arrivera vraiment. Flavio, lui, part 2 jours après moi, alors on profite au maximum de nos derniers jours ensemble. On n'en parle pas trop, mais on sait bien que notre histoire n'a pas trop d'avenir. Quand j'arrive à l'aéroport de Charleroi, je suis en larmes dans les bras de ma mère. Elle qui pensait que j'allais être si heureuse de la voir. Désolée maman, mais je peux vraiment pas cacher ma tristesse. Et surtout, cette nostalgie que je ressens déjà. À mon retour, je passe mes premiers jours dans mon lit à pleurer en ressassant les souvenirs. Heureusement, les fêtes de 20 années approchent et les cadeaux de Noël m'occupent les idées. Mais bon, le traditionnel ciel gris de Belgique n'aide pas à améliorer mon moral. Je ne comprends pas ce que je fais ici. J'ai qu'une envie, c'est de repartir voyager, de découvrir le monde. En plus, les contraintes universitaires vont bientôt s'abattre sur moi. Je dois commencer mes préparatifs pour mon stage que je réalise au 2e quadrimestre, à partir du mois de janvier. Je sais que ça va être génial, de pouvoir enfin découvrir le vrai métier de psychologue et de mettre en application tout ce que j'ai appris à Louvain-la-Neuve et à Barcelone. Mais j'ai déjà trop la flemme de devoir me lever à 8h30 tous les matins. Le premier jour, je vous avoue, c'était vraiment difficile. J'essaye de reprendre contact avec mes potes de Louvain, mais j'ai l'impression que les choses ont changé. Je suis plus trop en phase avec eux. Même avec Gabriel, j'ai ce sentiment-là. Pourtant, c'est bien la seule personne avec qui je n'avais jamais ressenti ça. On essaye de se voir après Noël, mais il est encore en examen, donc c'est difficile. Le jour où on va enfin boire un verre pour discuter, ça se passe pas très bien. Je me sens mal d'être comme ça, d'être un peu blasée de sa présence. En plus, il part bientôt en Erasmus à son tour.
Je suis jalouse qu'il puisse lui aussi vivre cette expérience. Jalouse que pour lui, tout commence alors que pour moi, tout vient de se terminer si rapidement. On me dit que ce blues du voyage va se dissiper avec le temps. Je l'espère vraiment, parce que pour l'instant, mon corps est en Belgique, mais ma tête est restée en Espagne. C'est parce que t'étais jalouse que je parte qu'on s'est disputé avant Noël, quand t'es revenu ? Attends, avoue que c'est toi qui n'as pas supporté quand je t'ai raconté tout ce qui m'est arrivé à Barcelone. T'as vraiment détesté quand je t'ai parlé de Flavio. Ouais, peut-être, mais tu peux comprendre, non. J'ai pensé à toi pendant tout le quadri, et quand tu reviens, tu parles que de l'Espagne, t'arrêtes pas de me dire que tu veux retourner voyager, comme si j'existais plus dans ta vie. J'avoue que c'était une période assez dure pour moi. Mais on a tous les deux réagi comme des gosses en fait. Oublie pas que toi t'es parti à Dublin en février, sans même prendre le temps de me dire au revoir. Même si mon Erasmus ne se passe pas aussi bien que je l'avais imaginé, j'arrive quand même à me faire de bons souvenirs. Avec les autres étudiants français et belges, on part voyager une fois par mois. On découvre plusieurs régions du pays en sac à dos. Et quand on est à Dublin pour les cours, on s'arrange pour visiter la ville un maximum. Dublin, c'est vraiment très différent de Louvain-la-Neuve. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la structure de la ville. À Dublin, évidemment, il n'y a pas que des étudiants. Le campus est au cœur du centre-ville. Et quand on se rend au cours, on croise plein de gens de tout âge et de toute catégorie sociale qui vont d'un endroit à l'autre. Pour aller de mon logement étudiant à l'université, tous les matins et tous les soirs, je suis obligé de prendre le transport en commun. À Louvain-la-Neuve, tout est accessible à pied en moins de 20 minutes, grand maximum. La ville est entièrement piétonnière. Et la population aussi est très différente. À Louvain, il y a presque que des étudiants. C'est normal puisque la ville a été construite uniquement pour eux. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté pendant ma première année, quand j'étais venu de France pour commencer mes études de kiné à Louvain. Quand les étudiants wallons ont été chassés de l'université de Leuven en 1968, ils sont passés de l'autre côté de la frontière linguistique et ont construit une toute nouvelle ville pour accueillir l'université francophone. Toute la ville de Louvain-la-Neuve a été érigée sur une grande dalle de béton en quelques années seulement. Pendant mon Erasmus, je repense souvent à notre dispute avec Mathilde. On s'est engueulé en janvier juste avant que je parte, et on n'a pas eu le temps de se réconcilier. On n'avait que quelques semaines pour se voir entre nos deux Erasmus et on n'a même pas profité. Pendant plusieurs mois, on s'est pas parlé. Mais en avril, en plein milieu de mon voyage, Mathilde m'envoie enfin un message. Tu me manques. C'est tout ce qu'elle m'écrit, ces 3 mots. Tu me manques. Je sais pas trop ce que je dois lui répondre. Elle me manque aussi, c'est sûr, mais je sais pas si c'est une bonne idée qu'on recommence à se reparler. Après tout ce qui est arrivé, je sais plus si on est vraiment compatibles. Je sais qu'elle veut encore partir en voyage après ses études, et je n'ai pas envie de vivre une éternelle relation comme ça. C'est trop difficile à gérer pour nous, la distance. Ce qui me manque surtout pendant mon Erasmus, c'est la folie de Louvain-la-Neuve. Il y en a pas beaucoup des villes où on peut croiser des gens déguisés en bananes dès 8h du matin, et où tout le monde se dit que c'est parfaitement normal. La ville appartient aux étudiants. Si tu croises quelqu'un qui vomit dans la rue en soirée, tu dis pas que c'est bizarre, c'est toléré. Et plein d'étudiants l'ont déjà fait. Alors qu'à Dublin, si tu commences à pisser contre un mur dans le centre, tu peux être sûr de passer la nuit en cellule de dégrisement. Bon, après, c'est pas toujours génial non plus pour ça, Louvain-la-Neuve. Je me souviens un certain jour où je devais aller en cours tôt le matin et où les rues étaient encore sales de la veille. Pour les étudiants qui ne sont pas à fond dans la guindaille ou qui n'aiment pas trop faire la fête, je sais pas si Louvain-la-Neuve est vraiment une ville idéale. Mais ce qui est sûr, c'est que j'y serais bien mieux que dans n'importe quelle autre ville universitaire. Il y a ce sentiment d'intimité à Louvain-la-Neuve qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Il suffit d'y passer seulement quelques semaines, quelques jours même, et on a l'impression d'être chez soi, de connaître la ville par cœur. J'ai jamais ressenti ça ailleurs. Mathieu Berger, professeur de sociologie à l'UC Louvain et spécialiste de l'espace public, m'avait expliqué pourquoi Louvain-la-Neuve est une ville si particulière. Une définition assez simple et conventionnelle de l'espace public, ce serait de dire qu'il représente la totalité des espaces de passage et de rassemblement qui sont accessibles à toutes et tous et utilisables par toutes et tous. Le fait de comprendre l'espace public, c'est comprendre d'abord ce qu'il n'est pas. Et l'espace public, ce n'est pas l'espace privé, mais ce n'est pas non plus l'espace communautaire ou l'espace communautarisé. Donc on pourrait distinguer les espaces en 3 types d'espaces, l'espace privé, l'espace communautaire, disons, et l'espace public.
Je vois deux façons de singulariser Louvain-la-Neuve comme ville étudiante. D'abord, le fait que l'espace communautaire, on va dire, ou la dimension communautaire de l'espace par rapport justement à sa dimension strictement publique ou strictement privée, eh bien cette dimension communautaire a un poids assez important. Et elle joue à plusieurs niveaux, puisqu'on a plusieurs niveaux, plusieurs couches de communauté, on pourrait dire. D'abord, il ne faut pas oublier qu'historiquement, Louvain-la-Neuve se constitue comme un espace communautaire sur le plan linguistique, puisque c'est justement un espace refuge ou d'accueil pour francophones dans le cadre du Wallon-Boyton. Et donc on a déjà ici un premier niveau de communauté qui importe originellement dans la constitution de cette ville. Une ville refuge pour francophones en quelque sorte, c'est pas rien. Deuxièmement, la dimension communautaire liée à la fonction universitaire, donc cette communauté universitaire qui a une place importante, centrale, dominante dans la ville qu'est Louvain-la-Neuve. Et les résidents, les habitants non étudiants en savent quelque chose. Troisième niveau communautaire, le religieux, le culturel, le religieux, de l'université catholique de Louvain. Là aussi, on a une tonalité culturelle, religieuse, morale qui s'applique à la ville, qui passe par toute une symbolique. Au-delà du nom de l'université, évidemment, les références à différents titres, le nom des rues, les symboles religieux, l'esthétique, l'architecture, tout ça est imprégné de cette culture. Et tout cela crée du coup une atmosphère où la dimension communautaire est prégnante à plus d'un titre. Et c'est ce qui rend un peu particulier le fait de parler de l'espace public à Louvain-la-Neuve. Ici, on a une ambiguïté avec ces différents niveaux de communauté qui est assez importante. Qu'on ne soulève pas ou qu'on ne relève pas particulièrement quand on appartient à ces communautés, quand on est à la fois un francophone, à la fois un étudiant et à la fois de culture catholique ou chrétienne. Mais c'est quelque chose qu'on va ressentir comme une limite lorsqu'on n'appartient pas à toutes ces communautés à la fois. Et c'est là où se jouent en fait des enjeux d'accessibilité, d'inclusion, d'hospitalité pour la ville de Louvain-la-Neuve par rapport à ces citadins qui ne se retrouveraient pas comme des membres évidents de ces différentes couches de communauté. Une autre caractéristique que cette prégnance du domaine communautaire sur le domaine public, c'est la forme campus, qui est quand même assez marquée à Louvain-la-Neuve. On est quand même dans une ville qui s'est conçue comme un campus, c'est-à-dire comme un camp, dans une connexion infrastructurelle à l'environnement. On a la possibilité assez rapidement d'être à Bruxelles via le train, etc. Mais cette connexion au territoire alentour, elle va aussi avec une forme de déconnexion et d'isolement sur le plan géographique, puisque Louvain-la-Neuve est concrètement entourée d'un anneau de champs de patates et de bois qui découpe quand même assez clairement l'espace de la ville. Il y a quand même, par la situation de Louvain-la-Neuve, par sa relative déconnexion, par son isolement, il y a quand même des capacités, on va dire, de filtrage de ce qui peut ou ne peut pas rentrer dans la ville. Il y a cette possibilité pour Louvain-la-Neuve, à différents titres, d'abord parce qu'elle est quand même assez largement dans les mains d'un seul acteur, et puis par ses caractéristiques topologique, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'elle est quand même déconnectée physiquement de son environnement direct. Il y a des capacités d'autonomie, on pourrait dire, pour la ville de Louvain-la-Neuve, une possibilité de se fermer vis-à-vis de son environnement et donc de filtrer son environnement, qui n'est pas possible dans d'autres villes qui sont beaucoup plus fondamentalement connectées à leur environnement extérieur. Un exemple de cette déconnexion et de ce qu'elle permet à Louvain-la-Neuve, au lendemain des attentats, la vague d'attentats 2015-2016, l'enjeu qu'il y a de protéger les événements de certains types de risques et la possibilité concrète à Louvain-la-Neuve de fermer la ville, de la grillager d'une certaine façon pour la protéger quasiment dans son intégralité d'arrivées, d'invasions, d'attaques, etc. C'est un peu médiéval et ce n'est pas anodin puisque l'imaginaire médiéval est aussi central dans l'esthétique de la ville. Vous savez que son plan urbanistique, tout ça s'inspire aussi des villes médiévales italiennes. Et donc on a aussi cet imaginaire de la clôture, cet imaginaire quelque part de la fermeture de la ville sur elle-même et par rapport à son dehors. Et donc cette fermeture, on peut la penser sur le plan physique, matériel, structurel, mais cette fermeture, cette clôture et ce filtrage, il peut se jouer à un niveau plus symbolique, on va dire, ou plus métaphorique, comme les étudiants que j'ai été moi-même le savent. Louvain-la-Neuve est aussi une bulle.
Louvain-la-Neuve est aussi une bulle qui va privilégier certains types d'entre-soi et qui va produire un filtrage du rapport au monde extérieur et de l'intérêt ou du désintérêt que l'on va pouvoir avoir vis-à-vis du monde extérieur. Moi, pendant 4 à 5 ans à Louvain-la-Neuve, en tant qu'étudiant, je me suis très peu préoccupé de ce qui se situait en dehors de Louvain-la-Neuve. On était, dans les faits, extrêmement bien connectés à Bruxelles, mais je n'ai jamais regardé vers Bruxelles pendant les 4 ou 5 ans où j'étais à Louvain-la-Neuve. Donc on a une dominance d'un certain public ou d'un certain groupe sur les autres, un privilège, en quelque sorte, qui n'est pas vraiment soulevé, qui est un peu accordé sans que ce soit encadré par le droit ou par la loi, puisque ces lois ne sont pas nécessairement différentes qu'ailleurs, sur le trouble à l'ordre public, sur, je sais pas moi, l'ébriété en rue, l'exhibitionnisme, le vandalisme, le fait de souiller l'espace public, etc. Donc on a un traitement de faveur, en quelque sorte, qui est accordé à un certain type d'utilisateurs, un traitement de faveur qui a ses limites et qui évolue aussi avec le temps et les générations. Je pense que de mon âge, entre guillemets, de ma génération, en tant qu'étudiant fêtard, on était peut-être encore un peu plus tyrannique qu'aujourd'hui. Mais donc oui, on a cette culture estudiantine, ce folklore, qui imprègne évidemment la ville et qui s'impose à tous ceux qui ne s'y retrouvent pas, soit qui ne sont pas étudiants, soit qui sont des étudiants assez peu portés sur la fête ou l'alcool, etc. Et donc ça nous fait aussi rappeler le fait que l'espace public est un espace mobilisé non seulement pour aller et venir, non seulement un espace de passage, mais aussi un espace de rassemblement, un espace qui permet certains rassemblements, certaines mobilisations, certaines manifestations, qui peuvent soit être des opportunités de se réunir dans la diversité et manifester son appartenance publique à la ville, mais évidemment, les manifestations dans l'espace urbain peuvent aussi prendre une tonalité communautaire et rappeler ou insister sur le caractère communautaire, toutes les fêtes, toutes les processions d'étudiants, qui viennent rappeler en fait constamment à qui appartient à la ville d'une certaine façon, que ce soit les 24 heures vélo, que ce soit toute une série d'événements festifs pour lesquels en fait l'occupation de l'espace public par ce groupe privilégié ne fait aucunement question, quoi. D'accord ? C'est évident que les étudiants peuvent s'approprier l'espace public pour toute une série de manifestations qui viennent rappeler leur prégnance. Et alors, de quelle communauté il s'agit ? Là aussi, il y a des questions à avoir, puisque parmi la communauté estudiantine, c'est peut-être sa partie la plus festive qui se manifeste le plus, d'accord ? C'est sous peut-être les formes de la fête, de la guindaille, etc., que la communauté estudiantine va investir la ville de manière privilégiée. Et ici se pose toute une série de questions, notamment sur le plan du genre, pour le dire grossièrement, des questions liées à une masculinité expressive, qui est liée quand même au fait de guindailler, de boire plus que de raison, de gueuler dans la rue, etc. Alors, ce n'est évidemment pas que une affaire de mecs, mais on a quand même potentiellement quelque chose d'assez viril dans cette culture de la guindaille. Donc on peut assez rapidement aussi penser qu'à travers cette occupation de la ville par la guindaille, on a aussi des questions d'inclusion ou d'exclusion qui se jouent, la possibilité de développer un espace public un peu intimidant pour toute une série de sensibilités différentes, de rapports différents à la ville. On a, avec des étudiants, il y a quelques années, pratiqué des petites expérimentations qui consistaient, pour des binômes de même sexe, à se balader main dans la main dans les rues de Louvain-la-Neuve. Eh bien, vous serez étonné du nombre de réactions, ou en tout cas du fait que tout cela était loin de passer inaperçu. Donc on n'est véritablement pas, à Louvain-la-Neuve, dans un espace public cosmopolite, je veux dire au sens plein, où tout type de différence est toléré de manière minimale par le fait de ne pas trop regarder ce qui se passe, ne pas trop commenter ce dont il est question. D'accord ? À Louvain-la-Neuve, on peut encore assez facilement réagir, interpeller, apostropher les autres sur ce genre de situation. Dès que j'ai terminé mes examens à Dublin en juin 2019, je prends l'avion pour rentrer chez moi. Je passe une semaine chez mes parents en Normandie, puis je prends le train direction la Belgique. Quand je reviens, tous mes potes de Louvain-la-Neuve ont fini leur blocus et leur examen aussi. Mes anciens concocteurs ont organisé une pré-soirée pour mon retour. J'ai trop hâte de les retrouver. Après ça, on a prévu de sortir tous ensemble au bal des Busées, comme chaque année avant les vacances d'été. J'ai trop hâte de revoir tous mes potes et de retrouver la ville. Louvain m'a vraiment beaucoup manqué.
T'as jamais répondu à mon message, hein, tu sais. C'est pas très sympa, ça. Je sais, je m'excuse. Mais j'étais content que tu m'aies fait cette surprise au final. Quand je suis rentré dans mon code pour faire la fête après 5 mois d'Erasmus, t'étais là, derrière la porte. Tu m'attendais avec mes copains. Ouais, je m'en souviens très très bien. Tu m'as sauté dans les bras et on s'est embrassé comme si c'était une évidence. C'était plus facile comme ça quand même, non? Après, on s'est plus quittés. Je détestais vraiment être loin de toi à ce moment-là. C'était insupportable. Et oui, heureusement qu'il y a le Val-à-Neuve, hein, n'est-ce pas? Partout dans Louvain, des soirées, des virées, des concerts et surtout des gandailles. Je chantais et fêtais toute la nuit, partout où que j'aille. Vers les petits bleus qu'on achetait à coups de barbares. Des poils calottés s'amusaient à leur faire des histoires. Alors ils buvaient tous à fond. Et puis gueule en terre bleue, c'est la tradition. Louvain la neuve, tu ne dors jamais la nuit. Tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai. Louvain la neuve, tu ne dors jamais la nuit, tu me fais chanter sans m'arrêter. On fait toute l'année, parfois on pleure en juin, mais non jamais, jamais je ne t'oublierai.